Cette vidéo porte sur la pression dans les fluides. Si un contenant ou un réservoir n'a aucune molécule, on peut dire qu'il y a un vide absolu. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Donc, c'est le vide absolu. Au vide absolu, la pression atmosphérique va être de 0 atmosphère ou 0 PSI, peu importe. Mais en pression absolue, la pression va être de 0. Aussitôt qu'on met une molécule ou quelques molécules, là, la notion de pression tombe en jeu. On peut voir la pression comme étant l'interaction des molécules sur les parois du réservoir. Donc, si on met plus de molécules, bien, on voit que la pression va augmenter parce que l'interaction avec les molécules et le réservoir ou les parois vont augmenter. À l'inverse, si on augmente la température du gaz, on voit que les molécules ont beaucoup d'énergie et frappent beaucoup les parois du réservoir, donc la pression va augmenter. Dans la description de cette vidéo, il y a un lien qui pointe vers une vidéo qui traite justement de la relation entre la pression, le volume et la température du gaz. On voit que c'est égal à une constante. Vous pouvez vous y référer si vous avez des interrogations à ce sujet. Les molécules de gaz à l'intérieur du réservoir, on pourrait les comparer à des personnes qui poussent sur les parois du réservoir. Ici, la représentation est en 2 dimensions. Donc, la force qu'exerce chacune des molécules sur la paroi est représentée en 2 dimensions, mais en vrai, on aurait plus une représentation en 3 dimensions comme ça. Donc, chaque personne appliquerait une force sur la paroi totale comme c'est ici. Les unités de pression en système métrique souvent utilisées, ce sont les kilopascals, qui sont des kilonewtons par mètre carré. Donc, on pourrait dire que chacune de ces personnes-là applique une force de 1 newton sur un mètre carré, puis selon le nombre de personnes qui appliquent la force, bien, ça donne un certain nombre de kilopascals. En système impérial, c'est le même principe, sauf que les unités, c'est des PSI ou des pounds per square inch, c'est des livres par pouce carré. Donc, chaque personne appliquerait une livre force sur une surface d'un pouce carré. Supposons maintenant qu'on a un réservoir étanche avec une cloison qui est amovible, mais qui est aussi étanche. Donc, les pressions ne peuvent pas ou les gaz ne peuvent pas se mélanger entre eux. Si d'un côté, on a la pression P1, puis de l'autre côté, on a la pression P2, si les deux pressions sont égales, bien, ça veut dire que la distance entre les molécules d'un côté va être égale à la distance des molécules de l'autre côté. Donc, on peut voir ici que si, exemple, il y a 6 personnes qui posent d'un bord, puis 6 personnes qui posent de l'autre, puis qui ont la même force, bien, la cloison ne bougera pas. Si maintenant, on a la même situation, mais on garde les mêmes pressions, sauf que on enlève, on fait comme si c'était la situation, c'était comme si c'était un vérin. Donc, il y a une partie tige, qui est comme ça ici, puis il y a une partie piston. Mettons qu'on est comme ça ici. Donc, la pression est la même, puisque la distance entre les molécules sont les mêmes. Sauf que, voyez-vous, à cause de la tige, à cause de l'espace que la tige prend ici, bien, il y a moins de personnes qui peuvent pousser, il y a moins de molécules. Donc, on peut voir que même si les pressions sont égales, vu qu'on tire, vu que la surface de contact est moins grande, bien, on peut comprendre que la tige va se déplacer de ce côté-là. Par cet exemple-là, on voit bien que la pression à elle seule n'est pas suffisante. En fait, ce n'est pas ça qui va déterminer de quel côté le piston va bouger ou s'il va bouger. Si on se rappelle que des kilopascals, l'unité de pression, des kilopascals, ben, c'est exprimé en termes de kilonewtons par mètre carré. Mais si on multiplie ça par une surface, par des mètres carrés, on peut voir que les mètres carrés s'annulent. Puis ce que ça donne une unité de force. Donc, on peut conclure que la force, c'est égal à la pression fois l'air. Donc, la pression qui est exercée d'un côté fois l'air sur lequel il est appliqué, ça va donner une force de ce côté-là ici, comme ça. Fait que si on compare la pression fois l'air des deux côtés, on peut voir de quel côté le piston va bouger. Si, par exemple, dans le même exemple, on gardait les mêmes ratios de surface, mais qu'on rajoutait une pression supplémentaire. Donc, voyez-vous la distance entre les personnages ou entre les personnes d'un côté, ici, est pas mal plus grande que la distance ici. Donc, si on regarde au total, on a le même nombre de molécules qui poussent sur la surface. Donc, le piston ne devrait pas bouger. Fait que même si la surface est plus petite ici, la surface de contact est plus petite ici, la pression étant plus grande, mais les deux s'annulent. Fait que ça confirme encore la relation que la force, c'est la pression fois l'air.
Un autre principe qui semble évident, mais qui est important de comprendre et d'identifier, c'est que si, par exemple, on a deux réservoirs à pression différente, donc la pression du réservoir 1 est plus grande que la pression du réservoir 2, bien, les molécules vont tenter de passer du réservoir à plus haute pression vers la plus basse pression. Toujours de la pression plus haute au plus basse, à la plus basse pression. C'est ce qui va faire le débit. Pareil comme dans un circuit électrique, on a la bande positive ici, mais le courant va passer comme ça, exemple, dans un circuit, puis il va venir au négatif. Donc, du plus haut potentiel au plus bas potentiel toujours. C'est la même chose pour la pression. Ce qui est peut-être moins intuitif, par contre, c'est le phénomène suivant, c'est que si, par exemple, dans le réservoir 1, on a juste des atomes bleus, par exemple, puis dans le réservoir 2, on a des atomes bleus puis rouges. Mais même si la pression du réservoir 1 en atomes bleus est largement plus grande que celle de 2, c'est sûr que les atomes bleus vont voyager vers le réservoir 2. Par contre, la pression du réservoir 2 étant plus grande en rouge que l'autre, ben, les atomes rouges vont vouloir passer par là. Donc, au final, l'atome qui était ici va se ramasser ici. Parce que ce qu'on veut, en fait, c'est d'équilibrer les pressions. Puis ça, on appelle ça les pressions partielles. Donc, des pressions partielles. Donc, même si la pression globale dans le réservoir est plus grande, il va toujours avoir l'équilibre des pressions partielles. Donc, il faut qu'il y ait le même nombre d'atomes rouges, par exemple, à la fin, puis le même nombre d'atomes bleus, si on veut. Ça, c'est le phénomène qui s'appelle la loi de Fick. Vous pouvez regarder sur Internet si vous voulez. C'est exactement ce que je viens de dire. Puis pourquoi c'est important en pneumatique? C'est que, par exemple, mettons qu'on a un réservoir avec de l'air très sec. Mettons qu'on a mis un assécheur et on a besoin dans notre procédé d'un réservoir avec de l'air très sec. Par exemple, on a, mettons, 5 d'humidité relative. Puis si à l'extérieur du réservoir, il y a 50 d'humidité relative. Si on a une fuite puis l'air sort, mettons qu'on a une fuite puis l'air sort vers l'atmosphère comme ça, mais l'humidité, elle, qui a une pression de vapeur plus grande à l'extérieur du réservoir, va rentrer dedans. Fait que la fuite, en plus de créer une perte d'énergie dans le réservoir parce qu'on s'est forcé pour mettre de l'énergie, de l'air comprimé dans un réservoir, puis on l'a traité pour qu'elle devienne sec, mais la fuite va faire que tout le travail-là va être anéanti par le fait que l'humidité va rentrer dans le réservoir. C'est seulement dû à la loi de Fick, parce que la pression partielle du gaz, de l'humidité, de l'eau, est plus faible à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, la pression étant plus grande ici, va aller rentrer dans l'intérieur comme c'est ici. La pression de vapeur d'eau, je parle. Aussi, quand on parle de la relation entre la pression et le débit, c'est que plus que le différentiel de pression est grand entre les deux réservoirs, si, mettons, on a le différentiel de pression ici, puis on a le débit comme c'est ici, mais plus que la pression augmente, plus le différentiel de pression augmente, plus le débit augmente. Donc, plus qu'il y a de molécules ici comparativement ici, bien, plus que les molécules vont se déplacer vite. Ça va être vrai jusqu'à temps que, bien, plus que le monde se déplace, plus que les particules se déplacent, bien, plus que le débit va être lent pour finalement arriver tendre vers zéro quand les deux pressions vont être égales. Maintenant, si on laisse tomber les petits bonhommes et on remplace par des molécules, je pense que vous comprenez le principe des petits bonhommes. Mettons qu'on a un réservoir ici, peu importe la pression. Mettons qu'on dit que c'est une pression de 200 PSI, mettons. Peu importe la pression, c'est pas grave. On a un certain nombre de molécules avec une certaine densité. Si, mettons, on mettait un réservoir ici, on prenait l'air et on mettait un réservoir, bien, les molécules à l'intérieur vont exercer une pression sur le réservoir, ça c'est normal, comme on a vu tantôt, mais les molécules à l'extérieur vont aussi exercer une pression sur le réservoir. Puis la pression va être la même. Fait que au net, il ne se passe rien. Il n'y aura pas de. Même si le réservoir c'était une ballonne, par exemple, ben, la ballonne ne cherche pas à gonfler ou à dégonfler. Il y aurait la même pression des deux côtés. Et même si on ouvrait le réservoir comme c'est ici, si on faisait un entaille, ben, le gaz ne chercherait pas à sortir ou rentrer rapidement. C'est la même pression. Donc, pas de différence de pression, ben, pas d'écoulement des fluides, il n'y a pas de débit. Puis pourquoi que cette notion-là est importante? C'est que la notion de pression n'est pas nécessairement limitée à la pression à l'intérieur d'un réservoir. Comme par exemple, dans l'atmosphère, ben, on a des particules. Donc, plus qu'on se rapproche de la Terre, plus que la gravité est forte,
puis plus que les molécules vont être proches une de l'autre. Donc, si on prend un réservoir ici avec plein de molécules, puis on la compare au même réservoir, exemple, dans l'espace, qui serait comme le vide absolu, bien, on verrait que le nombre de molécules comparativement au vide absolu, bien, ce correspond à une pression de 14,7 PSI comparativement à l'absolu. Je me tasse un petit peu. 14,7 PSI comparativement à l'absolu. Fait qu'on dit c'est 14,7 PSI-A. Par contre, dans la vie de tous les jours, si on a un réservoir ici puis qu'il est ouvert, ben, on pourrait dire que la pression manométrique serait de 0. Pression manométrique, ou PSI gauge qu'on appelle, gauge ou manométrique, ben, à 0 PSI, on dit qu'il n'y a pas d'air qui va rentrer puis il n'y a pas d'air qui va sortir. Mais c'est 0 PSI qu'on voit sur le manomètre qu'on pourrait acheter en magasin. Mais 0 PSI gauge correspond vraiment à une pression de 14,7 PSI absolue. Parce que c'est la pression quand on compare au vide absolu qu'on aurait dans l'espace ou dans une cloche sous vide, par exemple. Puis le 14,7 PSI-A, ça c'est en impérial. Puis en pression, en système métrique, c'est 101,3 kPa. Donc, si vous allez sur le site de fet.colorado.edu, vous pouvez voir la simulation qui est ici. En fait, tout ce que je veux montrer, c'est que si on a un réservoir, exemple, qui a 100 PSI dedans, au manomètre, on voit 100 PSI manométrique, bien, on sait que la pression gauge ou la pression manométrique, c'est 100 PSI, mais ça correspond à une pression absolue de 114,7 PSI. On dit PSI-A pour absolu. Si on enlevait le bouchon du réservoir, mais là, l'air pourrait s'échapper. Oups. L'air pourrait s'échapper, puis elle s'échapperait jusqu'à temps que les deux pressions soient égales à l'intérieur et à l'extérieur. Puis là, ben, on aurait 0 PSI gauge ou 0 PSI manométrique. Fait que c'est ça. La simulation, elle est faite pour de l'eau ou pour un liquide ici. Si on regardait la pression descendant dans l'eau, puis on pouvait voir c'est quoi l'influence si on enlève de l'eau ou si on rajoute de l'eau. Mais nous, pour la pression, pour le programme ici ou pour le but, on s'ajuste de l'air ici. Puis ici, on voit aussi, on peut négliger l'atmosphère. Donc, si on fait l'atmosphère off, voyez-vous, là, on tombe à 0 PSI, c'est qu'on oublie qu'il y a des molécules dans l'air. Là, ce qu'on verrait ici, c'est la pression comme s'il n'y avait pas d'atmosphère. Mais nous, dans notre cas qu'on utilise, il y a vraiment de l'atmosphère, donc on rajoute tout le temps le 14,7 PSI dans nos calculs. Puis c'est important de le savoir parce que quand vous allez voir la formule de P1, V1 est égale sur T1 est égale à P2, V2 sur T2, bien, la pression qu'il faut mettre ici en P1 puis P2, bien, c'est absolument en PSIA qu'il faut mettre. Bien, ça, il y a une vidéo séparée qui en traite plus en profondeur. Bien, j'espère que c'est clair.